Dans cette vidéo, on va esquisser les grandes lignes de la preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz. Rappelons le théorème pour commencer. Supposons que f est une fonction de R croix Rn dans Rn et soit T0, Y0 un point de R croix Rn. Supposons f localement lipschitzienne dans sa seconde variable, alors il existe une unique solution maximale G de U dans Rn à l'équation différentielle y' est égale à f de t et de y avec la condition initiale G de t0 est égal à y0. Le cœur de la preuve de ce théorème repose sur l'étude d'une fonction un peu compliquée puisqu'il s'agit d'une fonction phi qui va prendre une fonction de R dans Rn pour retourner une fonction de R dans Rn. C'est-à-dire c'est une fonction qui a une fonction associe une fonction. Donc c'est un petit peu méta, on a une fonction qui a une fonction associée une fonction, mais c'est vraiment ça le cœur de la preuve. Et en particulier, la clé de la preuve, c'est d'appliquer phi encore et encore à une fonction initiale. Et en fait, en répétant phi, à l'infini, on va obtenir une solution qui sera parfaitement juste. On part ainsi d'une solution u0 de t qui ne satisfait absolument pas l'équation différentielle, mais qui satisfait toutefois la condition initiale. En fait, on va prendre u0 de t qui est égal à y0 pour tout t. C'est la fonction constante, elle satisfait la condition initiale, mais elle n'a rien à voir avec l'équation différentielle. Maintenant, pour tout n, on va construire u de n plus 1 qui va être phi de un, et montrer que, en un certain sens et dans un certain cadre, la suite de fonctions un va converger uniformément vers une solution du problème. La clé maintenant, c'est juste de définir la fonction phi comme il faut. Et ce qu'on va faire pour définir phi, c'est qu'on va poser phi de u de t qui va être égal à y0 plus l'intégrale de t0 à t de f de s de u de s ds. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout d'abord, on peut voir que la condition initiale est toujours vérifiée par phi de u. En effet, si je regarde phi de u de t0, ça va me faire y0 plus une intégrale de t0 à t0. L'intégrale de t0 à t0, c'est égal à 0, donc ça me fera forcément y0. Donc phi de u satisfait toujours la condition initiale. Et en plus, on peut voir que si j'ai un point fixe de phi de u, c'est-à-dire si j'ai phi de u qui est égal à u, j'obtiens l'équation u de t qui est égale à y0 plus l'intégrale de t0 à t de f de s u de s ds. Et si je dérive ça en t, ça me donne u' de t est égal à f de t et u de t. Donc un point fixe de la fonction phi sera forcément solution de l'équation différentielle avec la bonne condition initiale. Et la clé pour prouver que la suite u de n construite par un plus 1 est égal à phi de u de n va converger, c'est la remarque selon laquelle phi est une fonction contractante. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va contracter l'espace des fonctions de sorte à rapprocher toute fonction d'une fonction qui est solution du problème. Alors, pour montrer qu'elle est contractante, ce qu'on va faire, c'est calculer la différence entre phi de u autant t et phi de v autant t. Et on va essayer de voir que ça, sous certaines conditions, c'est en fait très petit, notamment lorsque u et v sont très proches l'un de l'autre. Alors, calculons ça. C'est égal à y0 plus l'intégrale de t0 à t de f de s de u de s ds moins y0 plus l'intégrale de t0 à t de f de s v de s ds. Et ça par inégalité triangulaire. Bon, déjà les y0 s'annulent, mais en plus ça sera inférieur à l'intégrale de t0 à t de la norme de f de s u de s moins f de s v de s ds. Donc petite remarque, là j'utilise des normes plutôt qu'en fait des valeurs absolues, puisque les fonctions u de t et phi de u de t sont des fonctions de R dans Rn. Mais bon, si vous avez du mal avec cette notion, vous pouvez juste imaginer que ce sont des fonctions réelles et qu'à la place des normes, j'ai juste des valeurs absolues. Oui. Puis une autre remarque, je ne précise pas quelles sont les normes que j'utilise ici, puisque de toute façon, il y a équivalence des normes en dimension finie. Bref, l'astuce va maintenant être d'utiliser le fait que f est localement lipschitzienne en sa seconde variable, notamment autour de y0. Ceci revient à dire qu'il existe une certaine constante de Lipschitz, grand K, il existe un voisinage y de y0, autour duquel on a pour tout s, et pour tout vecteur u et v de y, la distance entre f de su et f de sv est plus petite que k fois la distance entre u et v. Pourvu que u de s et v de s maintenant restent dans grand Y, pour tout s dans t0t, on a alors phi de u de t moins phi de v de t qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de t0 à t de k fois la norme entre u de s et v de s ds. Or, la norme de u de s moins v de s pour s entre t0 et t, ça va être forcément plus petit
que la norme infinie de la fonction u-v sur l'intervalle t0, t. Maintenant, comme j'ai une norme infinie qui est indépendante de S, qui est l'objet que j'intègre, l'intégrale d'une constante, c'est la longueur de l'intervalle t moins t0 fois la constante. Et du coup, on en déduit que la norme de phi de u de t moins phi de v de t va être forcément inférieure ou égale à k fois t moins t0 en valeur absolue fois la norme infinie de u moins v sur t0, t. Et si maintenant on prend t suffisamment proche de t0, au sens où t moins t0 va être plus petit que 1 sur 2k, on voit alors que la norme infinie de phi de u moins phi de v sur l'intervalle t0 plus ou moins 1 sur 2k va être plus petite que 1/2 de la norme infinie de u moins v sur le même intervalle t0 plus ou moins 1 sur 2k. Et ça prouve que si on regarde phi comme une fonction qui a une fonction de t0 plus ou moins 1 sur 2k dans Rn associe une fonction de t0 plus ou moins 2 sur 2k dans Rn, cette fonction phi va être contractante de rapport 1/2 vis-à-vis de la norme infinie. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est la complétude de l'ensemble des fonctions de t0 plus ou moins 1 sur 2k dans Rn avec la norme infinie pour déduire le fait que phi a forcément un unique point fixe qui est forcément le point de convergence de la suite de fonctions u de n. Qui plus est, cette suite u de n va converger uniformément vers cette limite. Par ailleurs, comme la fonction phi est contractante, on sait aussi que ce point fixe est unique, ce qui montre que l'équation différentielle avec condition initiale sur l'intervalle t0 plus ou moins 1 sur 2k est unique. Et cette limite est alors, comme on l'a vu, solution de l'équation différentielle avec condition initiale. Mieux encore, on peut répéter cet argument non plus en t0, mais en t0 plus 1 sur 2k pour étendre autant que possible le domaine de définition de la fonction solution. L'extension maximale que l'on aura réussi sera l'unique solution maximale recherchée et il est clair que toute solution sera forcément une restriction de la solution maximale à un domaine de définition plus petit. Enfin, le gros hic de l'esquisse de preuve que je viens de faire, c'est qu'il faut réussir à garantir que u de s et v de s restent dans y tout du long. Pour corriger le tir, il nous faut définir avec beaucoup plus de soin le voisinage grand y de y0 en question, en fonction notamment de la largeur de l'intervalle autour de t0, autour duquel on souhaite étendre notre fonction. C'est là qu'intervient la continuité de f et le fait qu'elle sera donc localement majorée autour de t0, y0, mais du coup, comme u de t est égal à y0 plus intégrale de t0 à t de f de s et de u de s ds, u de t ne pourra pas aller bien loin et au moins autour d'un intervalle ouvert autour de t0 restera alors dans un voisinage adéquat de y0. Bref, j'ai envie que vous sentiez la petite difficulté technique qu'il y a là, sans toutefois vous perdre dans les détails. C'est un bon exercice que d'essayer de résoudre ces difficultés, mais ça ne vous apprendra rien de fondamental, je pense, sur la nature des objets en jeu. Ce qu'il faut surtout retenir de cette preuve, c'est l'analyse très locale qu'on en a faite, et surtout cette fonctionnelle phi qui a le bon goût d'être contractante, pourvu qu'on regarde les objets de manière suffisamment locale. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est l'effort de reconstruction pour essayer de passer des propriétés locales vers une propriété globale, à savoir l'unicité d'une solution maximale. Ce genre de technique est omniprésent en analyse.